Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Potosport Club, expert en rien, passionné de tout. Ça y est, le rêve bleu s'est brisé hier soir sur des Espagnols trop forts pour notre équipe de France. Malheureusement pour nous, on y a cru seulement l'espace de 20 minutes avant qu'un gamin de 16 ans vienne nous crucifier par son talent. Vidéo en solo aujourd'hui, les copains ne sont pas encore assez remis de la défaite pour venir m'épauler dans ce débrief. Donc voilà, je vous propose tout de suite de passer autour du propriétaire comme d'habitude pour vous donner les clés de cette vidéo en guise de sommaire. Donc voilà, première clé, le jeu offensif et collectif des Espagnols prend le dessus sur la solidité française. On va développer ça, mais voilà, cette équipe d'Espagne est très très agréable à voir jouer. Les choix de Deschamps qui ne payent pas, hier encore, certains choix sur lesquels on va revenir dans nos top et flop qui n'ont pas payé, qui ont montré les limites face à une équipe aussi forte que l'Espagne. Et enfin, déjà l'heure du bilan et de se projeter vers la suite. Donc on essaiera de trouver voilà quelle suite en se concentrant sur Didier Deschamps, qui vient d'être conforté jusqu'en 2026 à la tête des Bleus, et certains joueurs aussi qui prennent leur retraite, qui ont peut-être changé de statut. Donc on va se pencher là-dessus. C'est parti, avant de lancer le jingle, évidemment, on n'oublie pas de s'abonner pour donner de la force et de liker la vidéo si elle t'a plu, c'est hyper important. Merci équipe. Duel entre la glace des hommes de Didier Deschamps et le feu de ceux de La Fuente a finalement tourné en faveur des Espagnols. Voilà, donc on va revenir à ce duel qui a souvent été présenté comme ça dans les derniers jours depuis qu'on se connaît l'affiche de cette demi-finale. Voilà, j'ai envie de revenir sur un peu le scénario du match comme on a l'habitude de faire depuis le début de cet Euro. Et j'ai envie de dire que clairement l'Espagne est au-dessus sur le match. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais il y a quand même une petite frustration de se dire qu'on a eu les occasions et que le scénario du début de match était presque parfait pour nous. Et il y a quelques moments qui auraient pu faire basculer le match pour nous, même si encore une fois, l'Espagne était au-dessus tactiquement et techniquement, mais je reviendrai là-dessus juste après. Voilà, j'ai juste envie de m'arrêter rapidement sur ces quelques moments qui auraient pu faire basculer le match. Le premier, c'est cette situation entre Nacho et Kolo Muani en tout début de match. Il me semble que c'est la 6e ou 7e minute. Et si elle est revue par la VAR, je sais pas s'ils auraient mis rouge, mais vraiment un geste débile de Nacho. Il a pris le relais de Carvajal dans la puterie et qui peut honnêtement lui coûter un carton rouge et peut-être l'Euro, alors que son équipe est clairement la meilleure. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça complètement stupide de sa part. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez surpris que la VAR, alors c'est peut-être parce que c'est vraiment clairement juste le début de match, mais bon, si on peut faire ça dans les 10 premières minutes, après il y a plus vraiment de règles. Donc voilà, j'étais très très surpris que il se passe rien, qu'il n'y ait pas plus que ça, même que les Français ne contestent pas plus que ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi j'étais très surpris de ça. Et là, le deuxième moment qui aurait pu nous faire basculer si seulement Adrien Rabiot voit Mbappé plus tôt alors qu'on mène à 1-0, on a une action et qui, s'il peut le lancer en première intention, ce qui est honnêtement très compliqué à faire. Mais au lieu de ça, il élimine Navas d'un crochet et ensuite se fait découper le tibia par une grosse semelle de Jesus Navas qui prendra jaune sur l'action d'ailleurs. Mais voilà, si ça passe, il peut lancer Kylian. Alors après, Kylian, on sait qu'il n'est pas dans la forme de sa vie, ça ne veut pas dire qu'il l'aurait mise, mais au moins il aurait été dans des conditions idéales pour marquer. Et enfin, en deuxième mi-temps, quelques occasions, l'Espagne qui recule un tout petit peu. Et voilà, on a quelques frappes en fin de match. En deuxième mi-temps, il y a l'occasion de Dayo Upamecano qui rate sa tête sur corner. Il y a la frappe de Théo Hernandez qui passe au-dessus. Et enfin, la frappe de Kylian Mbappé, une de ses spéciales où il repique sur son pied droit. Voilà, je pense que c'est les petites frustrations que j'ai sur ce match, où je me dis que si on joue mieux ces coups-là, que la situation entre Nacho et Kolo Muani est revue, ou que la VAR fait appel à l'arbitre, voilà, ça peut faire tourner le match. Ceci étant dit, il faut aussi être lucide, et le SMAC était largement tactiquement et tactiquement, même si les stats offensives ne le montrent pas forcément. J'essaierai de vous les mettre en image parce que je les ai pas exactement, mais je sais qu'on est au-dessus en expected goal, en nombre de tirs et tout ça. Et je trouve ça un peu trompeur tant l'Espagne a contrôlé et surtout au milieu de terrain. Voilà, ils ont contrôlé le match dans l'ensemble. On les a jamais trop sentis paniquer, même après l'ouverture du score. Alors oui, ils ont contrôlé le match dans l'ensemble, et puis en plus, ils ont été remis sur les bons rails par un geste tout simplement exceptionnel de Lamine Yamal, ce gamin de 16 ans qui impressionne depuis le début de l'Euro, qui n'est pas encore marqué. Il l'a fait, et de quelle manière, avec une superbe frappe enroulée, pleine lucarne, sur laquelle Mike Maignan ne peut rien.
pas très bien défendu par Rabiot, qui est un peu trop loin de Yamal. Et voilà. Et ensuite, le deuxième but de Dani Olmo, malgré la tentative de contre de sauvetage de Jules Koundé, qui n'aboutit pas. L'Espagne qui ensuite voilà, a contrôlé le tempo tout le match, su faire le pressing. Quand nous, en étant mené 2-1 à 15 minutes de la fin, on n'a pas su enclencher ce pressing. On les regardait jouer, ça se faisait des passes, ça contrôlait le rythme du match. Donc voilà, victoire méritée dans l'ensemble, même si encore une fois j'ai rappelé ces petits faits de jeu qui auraient pu faire tourner la chose d'une autre manière. Allez, avant de passer au top et flop, je vais vous mettre la compo entière avec mes notes de cette équipe de France hier soir. Donc en commençant par ce qui a fait la force de cette équipe de France jusqu'à présent, la défense, Mike Maignan 5. Il peut pas grand-chose sur les deux buts, mais voilà, il n'est pas non plus décisif comme il a été sur les autres matchs. Théo Hernandez 4, un peu dépassé par Yamal. Je trouve qu'il lui a laissé beaucoup trop d'espace sur ce match. Saliba 6. Voilà, le niveau a augmenté comparé aux autres équipes qu'on a jouées, notamment offensivement, même s'il fait un bon match. Un peu moins sûr dans la relance, un peu plus pressé aussi. Et au final, 2 buts qui viennent de dégagements, alors qui sont pas faciles, qui sont pas ratés, c'est pas une erreur, mais c'est des dégagements de Saliba qui sont pas assez incisifs. Ou pas Mécano 5, un peu dans la même lignée que Saliba. Koundé 6, pour moi c'est le meilleur allez, je peux lui mettre même 6,5. C'est le meilleur. Je trouve qu'il a répondu dans le duel, dans le combat à Nico Williams. Et encore une fois, on a peut-être finalement trouvé un arrière droit en équipe de France en Jules Koundé. Ensuite, on a Tchouaméni qui pour moi est le moins bon français. Hier, je lui ai mis une note de 3. Son trop de naïveté sur le but d'Olmo, sur le crochet d'Olmo. Il ne doit pas se jeter comme ça pour moi. Et en plus de ça, complètement effacé au milieu de terrain, à l'image Adrien Rabiot aussi d'ailleurs. Mais voilà, lui je l'ai mis 4. Je trouve que son erreur, sa défense sur le but est moins flagrante que celle de Tchouaméni sur le deuxième. Donc voilà. N'Golo Kanté 5,5, s'est démené. Il a fait ce qu'il a pu et on a vu que dès qu'il est sorti, la récupération c'était très compliqué. Et enfin, devant Dembélé 3, qui est clairement pas un joueur fait pour débuter les matchs. Ça y est, maintenant j'en ai le cœur net. Mbappé 3, on reviendra longuement sur son euro raté aussi en fin de vidéo. Et peut-être le meilleur français hier soir, Kolo Muani 6,5, qui en plus de son but a été présent dans le duel, a été présent dans le jeu de tête, dans le jeu de déviation. Peut-être un de ses meilleurs matchs à l'Euro, mais voilà. Pas suffisant malheureusement pour nous faire. Allez, on va passer à nos flops pour commencer maintenant avec en premier lieu Tchouaméni. J'en ai rapidement parlé dans la compo avec les notes. Rabiot aurait pu y être aussi, mais voilà, j'ai tranché sur Tchouaméni parce que j'ai trouvé que sur le but, il est clairement fautif. Pour moi, il ne doit jamais se jeter de la sorte face à Dani Olmo. Son crochet, c'est clairement impossible pour Dani Olmo de frapper dans l'angle qu'il a. La façon dont il prépare sa frappe. Pour moi, c'est assez évident qu'il va faire un crochet et Tchouaméni est beaucoup trop naïf, se jette et derrière ouvre le chemin du but complètement à Dani Olmo. Frappe qui aurait pu être sortie par Jules Koundé. Malheureusement, il la prend un peu avec mauvaise surface de pied. C'est pas un vrai tacle. S'il met l'autre pied, après ça va tellement vite que c'est compliqué, mais je pense qu'avec l'autre pied, il peut mieux la dégager. Mais bon, on va pas lui tomber dessus là-dessus après l'Euro qui nous a fait. Tchouaméni, par contre, au final, un Euro en demi-teinte. On savait qu'il arrivait un peu diminué. Je l'ai trouvé un peu effacé contre les Pays-Bas. Il fait un très bon match contre la Belgique. Mais derrière, voilà, Portugal et hier soir, c'est pas très bon. Et hier soir, c'est peut-être son pire match de cet Euro. Peut-être aussi que c'est dû au fait que l'Espagne soit la meilleure équipe qu'on ait rencontrée jusque-là. Deuxième flop, j'en ai aussi parlé, Ousmane Dembélé, pas fait pour débuter un match, clairement. Je ne sais pas. Alors oui, il déborde, mais j'avais un peu l'impression qu'en fait, c'était volontaire des Espagnols de lui laisser autant d'espace, parce qu'ils savent au final qu'il est pas dangereux. J'avais eu un peu la même impression au retour face à Dortmund, où il avait beaucoup d'espace, il a centré 78 fois, il n'y en a pas un centre qui a trouvé preneur, et c'était la même chose hier soir. Voilà, beaucoup de débordements, beaucoup d'activités. Enfin, toujours la même chose que ce qu'on dit avec Dembélé, c'est que voilà. Et moi, je le préfère du coup dans une configuration Portugal où il y a des espaces, où les défenses sont fatiguées, où voilà, ça peut devenir un peu le chaos. C'est là où il est le meilleur et c'est là qu'il faut le faire jouer. Pour moi, il n'a pas l'étoffe d'un titulaire en équipe de France. Clairement, avec ce qu'il a montré sur cet Euro,
En plus de ça, à la limite, à la Coupe du Monde 2022, même sur le début de l'Euro, quand il était titulaire, il faisait le travail défensif. Hier, je l'ai trouvé très lent dans son repli défensif, dans son pressing, etc. Je vous vois venir, donc je n'ai pas mis Mbappé dans mes flops parce que je vais en parler longuement ensuite en fin de vidéo. Donc voilà, Mbappé mérite d'être dans les flops aussi, je le dis, comme ça je vais pas me faire tomber dessus par les anti-Mbappé qui le lynchent depuis le début de l'Euro. Mais voilà, pour moi aussi, je suis d'accord, ses flops, c'était un flop hier soir, Kylian Mbappé, et surtout l'Euro, il l'a lui-même dit et assumé d'ailleurs en conférence de presse après. Mon troisième flop, c'est Didier Deschamps. Voilà, lui aussi j'en parlerai beaucoup après. Mais voilà, j'ai trouvé encore une fois, et moi, je l'ai dit, hein, je suis un énorme fan de Deschamps. Tant que sa technique et sa tactique marchent sa tactique d'ailleurs plutôt, marche pour nous faire gagner et que ça fait ressortir le meilleur de notre collectif, aucun souci avec ça. Pour moi, c'est une philosophie de jeu avec laquelle j'ai aucun problème. Mais je trouve qu'il s'est un peu... voilà, il y a l'expression, il va mourir avec ses principes. Bah là, ça a clairement été le cas. Et il est mort avec ses principes et l'équipe de France avec. Euh, voilà, manque d'audace tout au long de la compétition au final qui nous a desservi et qui a été encore plus mise en exergue hier. Euh, voilà, j'aurais aimé voir un Barcola plutôt dans la compétition. Contre la Pologne, c'est le premier à sortir alors qu'il est en train de faire un très bon match. On le voit pas contre les Pays-Bas, on met Rabiot ailier gauche. Voilà, c'était le moment pour tester quelque chose en sachant que Mbappé n'était pas au max. C'était un moment pour faire rentrer voilà, un petit regain d'énergie, un petit vent de fraîcheur dans ce 11 qu'on n'a pas eu. Et pareil avec Kamavinga. Kamavinga est un autre très bon exemple de, de, de ce manque d'audace. Voilà, il reste avec ses soldats, il reste avec ses gars sûrs. Est-ce que Tchouaméni et Rabiot méritent plus que Kamavinga d'être titulaire après le match qu'il fait contre le Portugal? Je pense pas, mais voilà, encore une fois, les statuts dans le football, comme on a eu au PSG pendant des années, viennent un peu au détriment de la performance collective et du pragmatisme. J'ai toujours trouvé Deschamps très pragmatique, pas hésiter forcément à faire des changements en cours de compétition et à rester avec ces changements jusqu'au bout. Voilà, sur cette compète, il n'a pas vu le faire, peut-être il n'a pas voulu le faire. Lui aussi peut-être un peu dépassé par tout ça. Voilà, maintenant je vais passer au top. Donc là, on va plus parler des Espagnols, même si j'ai envie de commencer avec Kolo Muani. Voilà, je suis pas toujours tendre avec lui, mais hier je l'ai trouvé plutôt bon. Il met une très belle tête. Juste après, cette fait écraser au sol par Nacho. Euh, donc voilà, pour moi, il fait un bon match. Il est présent dans le duel, il est présent au contre-pressing, il est présent dans le jeu de remise, dans le jeu de tête. J'ai l'impression que c'était une consigne de Deschamps, ça, de demander à Mike Maignan de plus s'allonger pour passer ce premier rideau et jouer un peu plus sur Kolo Muani. Et je l'ai vu présent à ce niveau-là. Donc pour moi, honnêtement, il fait un bon match et c'est le meilleur Français hier sur le terrain. Le deuxième top, c'est évidemment ce petit crack, le craquinho Lamine Yamal qui nous a fait tellement mal. Voilà, il y a eu des petites phrases par-ci par-là dans la presse, notamment d'Adrien Rabiot, même si j'ai pas envie de revenir là-dessus parce que la presse, bah voilà, on connaît, ils sortent un bout de phrase d'une réponse beaucoup plus longue et ils tournent ça pour allumer des mèches qui n'y a pas lieu d'être, qui n'ont pas lieu d'être, pardon. Bref, voilà, parenthèse refermée. Mais Lamine Yamal, quel joueur sur son côté, il a fait beaucoup de mal à Théo Hernandez, qu'on a moins vu offensivement d'ailleurs que d'habitude, même si beaucoup de l'équipe était dans le même cas. Mais voilà, Théo a été obligé de beaucoup défendre. Je l'ai trouvé trop loin d'Yamal. On sentait qu'il était un peu sur le reculoir, un peu, qu'il craignait beaucoup la capacité de dribble de Lamine Yamal. Donc voilà, match compliqué pour Théo, mais rendu très difficile par Yamal. Et il a 17 ans dans 5 jours, je crois. Il a un pied gauche magique. J'espère vraiment que pour le football, que ce gamin-là va rester à ce niveau-là et va continuer même de progresser parce que c'est magnifique à voir. Honnêtement, c'est magnifique à voir, même si c'est contre nous hier soir. Ça régale et ça met un petit vent de fraîcheur dans le football. Mon troisième top, c'est le milieu espagnol. Voilà, qui nous a tout simplement mangé entre Rodri, qui est peut-être le meilleur 6 du monde actuellement, le meilleur milieu actuellement, qui ne perd jamais un ballon, qui est toujours à l'aise techniquement, qui est là dans le contre-pressing. Et à côté de lui, Fabian Ruiz, qu'on le dit depuis le début de l'Euro, qui fait un super début d'Euro, un super Euro tout court d'ailleurs.
qui aurait pu marquer dès les 5 premières minutes. Et là, je pense qu'on n'y aurait même pas cru pendant 20 minutes. Voilà, c'est vrai que ça aurait pu faire un 0 très tôt. Peut-être un peu moins en vue sur ce match-là, mais toujours très, très juste techniquement, dans la passe, les bons appels. On espère le revoir comme ça à la rentrée avec le PSG, même si j'ai mes petits doutes. Et enfin, le dernier, qui est en plus décisif, Dani Olmo, qui était le remplaçant de luxe de Pedri. Je commence à me demander si on n'aurait pas mieux fait d'avoir Pedri contre nous. Mais voilà, très très bon match dans la lignée de son match contre l'Allemagne. Voilà, donc si je devais trois qualificatifs pour pour ce milieu espagnol, c'est l'aisance technique, le contre-pressing qui nous a fait très très mal. Dès qu'on avait le ballon, on avait 2-3 Espagnols sur nous. Et enfin, décisif. Tout simplement, ils sont décisifs parce que on l'a vu avec Dani Olmo qui marque et donne l'avantage à l'Espagne. Et les amis, pour conclure cette vidéo, j'ai envie de passer un peu déjà un petit bilan de cet Euro, me concentrer sur certains joueurs, je pense que vous savez lesquels, et sur voilà un petit bilan comptable, enfin pas comptable, un petit bilan général sur cette équipe de France qui n'a pas répondu aux attentes, clairement, surtout d'un point de vue offensif. Je pense que défensivement, il y a pas grand-chose à redire. On a assez parlé tout au long de l'Euro, mais offensivement, effectivement, nos attaquants, nos joueurs créatifs, nos leaders n'étaient pas présents. À Kylian Mbappé en premier, je pense à Antoine Griezmann, je pense à Olivier Giroud, qui étaient les trois leaders de cette équipe depuis peut-être 2016. Je pense que Giroud a beaucoup manqué. Je me demande même si c'était pas la clé au final de la réussite de Deschamps, d'avoir euh, ce profil-là en pointe pour capter l'attention des défenseurs, son jeu de tête, son jeu de remise. Voilà, hier, on a encore vu un nombre de centres incalculable qui n'ont jamais trouvé preneur. On lui donne que 10 petites minutes à la fin. Je pense qu'il avait quand même plus dans les jambes. Je trouve ça un peu surprenant, surtout pour son dernier match international. Il peut aller se déchirer. Je pense qu'il aurait été prêt à ça. Donc voilà, triste de voir Olivier Giroud partir de cette manière. On aurait aimé qu'il finisse sa carrière en bleu avec un poste de titulaire et voilà, aller le plus loin possible en étant un vrai acteur de cet Euro. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Peut-être un peu lâché par Didier Deschamps aussi. J'ai du mal à y croire tellement il est attaché à ce groupe, au bien-être de ses joueurs. Mais voilà, assez très très décevant cette fin de carrière internationale pour Olivier Giroud. Mais on n'oublie pas tout ce que tu as fait, Olivier, et on t'aime. J'ai envie de maintenant parler d'Antoine Griezmann avant de finir avec les joueurs, avec Kylian Mbappé. Antoine Griezmann qui a traversé cet Euro comme un fantôme. On l'a senti qu'il a traîné sa peine tout l'Euro. Donc voilà, il a déclaré hier, je crois, en conférence de presse, il commençait à se sentir de mieux en mieux, puis il a été mis sur le banc face à la Pologne. Et à partir de là, il a été un peu, voilà, on sentait dans ses propos que ça voulait dire à partir de là, j'ai un peu lâché dans la tête et physiquement et que j'arrivais pas à me remettre dedans, quoi. Donc encore une fois, j'ai vu un petit post Insta qui disait qu'on l'a perdu à partir du moment où on lui a pas donné le brassard. Ouais, je trouve ça un peu gros. Griezmann, avec ou sans brassard, ça a toujours été un leader de l'équipe de France. Ça le restera tant qu'il sera là et tant qu'il aura un bon niveau, pas comme sur cet Euro évidemment. Mais voilà, j'ai trouvé ça un peu gros de tout remettre là-dessus. Au bout d'un moment, Griezmann, il est fort dans la tête aussi, mais on l'a pas senti sur cet Euro. On l'a senti vraiment encore une fois qui traînait sa peine, qui supportait mal d'être toujours un peu le sacrifié, peut-être pas au même statut qu'Mbappé, qu'on a toujours essayé de mettre dans les meilleures conditions, malgré son niveau de jeu très pauvre sur cet Euro. Donc voilà, Antoine Griezmann, ça va être intéressant son statut, comment il va évoluer en équipe de France, pardon. Est-ce que cet Euro remet en cause le statut d'Antoine Griezmann pour le futur? Pas, évidemment, ça ne remet pas en cause tout ce qu'il a fait. T'es un monstre, Grisou. On t'aime aussi comme Olive. Mais voilà, est-ce qu'il peut y avoir des changements dans la hiérarchie, dans les statuts en équipe de France pour Antoine Griezmann? Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée et je suis curieux de voir la saison prochaine et comment ça va se passer pour lui dans au prochain rassemblement, même si on n'y est pas encore. Voilà, va falloir digérer cet Euro et on verra après. Et donc pour finir sur le tableau des déceptions de cet Euro, parmi nos leaders habituels sur ces dernières campagnes internationales, on va évidemment finir avec Kylian Mbappé qui a clairement raté son Euro.
Mais avant de revenir sur ses performances, j'ai envie de faire passer un petit message, car j'ai trouvé la véhémence des critiques envers Kylian Mbappé et sur l'équipe de France en général assez insupportable. Cette volonté, j'avais l'impression que c'était une volonté de nuire à Kylian Mbappé un peu de la part de tout le monde, que ça soit les médias, que ça soit les gens sur les réseaux sociaux. Il pouvait pas s'exprimer, répondre à une question simple sur son niveau de jeu sans qu'on lui dise ouais, tu trouves toujours des excuses, t'es juste nul. Non, il essaie de trouver des explications à sa méforme du moment. Il le sait qu'il est pas bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui dise? Que son masque le gêne pas, que son nez va très bien et que c'est juste parce il est nul? En fait, ce ne sont pas des excuses, ce sont des raisons, des explications. Et la nuance est différente. Et il y a une petite nuance. Parce qu'en fait, si vous dites que c'est juste des excuses et qu'il n'a aucune du coup raison d'être aussi mauvais en ce moment, ça veut dire que vous pensez juste qu'intrinsèquement, Kylian Mbappé n'est plus un bon joueur de foot. Ce que je ne pense pas. Il a plein de raisons pour lesquelles il n'est pas bon en ce moment, mais je ne pense pas que ça soit qu'on puisse appeler ça des excuses. Donc voilà, j'ai trouvé ça insupportable tout au long de l'Euro. Pour moi, un joueur a le droit d'essayer d'expliquer pourquoi il n'est pas au meilleur de sa forme en ce moment, sans qu'on lui tombe dessus en permanence. Voilà, le fait qu'il a eu sa préparation tronquée au PSG, c'est un fait, ce n'est pas une excuse. Mbappé s'est cassé le nez et a dû jouer avec un masque qui gênait sa vision, c'est un fait, ce n'est pas une excuse. Voilà. On va refermer la parenthèse maintenant et on va pouvoir se pencher sur ses performances qui n'ont pas été bonnes. Hein. Vraiment, un seul but sur penalty, une passe D hier, clairement pas suffisant pour le leader du football français. On sentait qu'il était moins bien physiquement, qu'il n'a plus ce coup de rein, qu'il n'a plus cette capacité d'éliminer, même quand il y a des prises à deux sur lui. Donc voilà, oui, il est clairement moins en forme sur cet Euro. Après, il y a 1 an et demi, il nous fait arriver en finale. En 2018, je pense que c'est le joueur le plus important, peut-être avec Paul Pogba, de l'équipe. Donc voilà, ça va, ça vient, c'est le football. On peut pas être au top à longueur de carrière. Enfin, je me souviens pas d'un mec qui a fait une carrière comme ça où il a été bon absolument tout le temps. Il a toujours répondu présent. Voilà, c'est le football et il faut l'accepter et on peut critiquer sans être véhément et agressif avec Kylian Mbappé en permanence. Tout ça parce qu'il a cette personnalité, qu'il est peut-être un peu arrogant. Moi, je pense que c'est de la surconfiance, mais vous pouvez appeler ça de l'arrogance si vous voulez. Moi, je pense que voilà, il aurait évidemment pu et dû mieux faire, mais il y a plein de circonstances autour qui expliquent sa méforme actuelle. Euh, et voilà. Donc voilà, Kylian Mbappé. Et je pense que le fait, encore une fois, de partir à l'étranger, de rejoindre le Real Madrid, d'être mieux cadré qu'il est au PSG, d'être mieux, voilà, plus entouré par toute cette frénésie médiatique qu'il y a autour de lui, autour de ses prolongations de contrat, etc. Voilà, il aura plus ça en tête. Il va se faire une préparation physique de malade avec le préparateur physique du Real, réputé, j'ai oublié son nom. Il va revenir et je pense qu'il va revenir très très fort. Voilà, c'était un peu sur les points négatifs. Il y a aussi les points positifs. Hein. Je pense qu'on s'est trouvé une défense pour quelques années. Je pense que William Saliba et Mac Maignan notamment se sont imposés comme des vrais patrons de cette défense et des vrais tauliers. Et j'espère que ça va durer pendant un long moment. Pour moi, ouais, peut-être entre ces deux-là, peut-être Koundé aussi pour le meilleur joueur français du tournoi. Euh, et que dire, ouais, que dire de Jules Koundé, qui a été même encore une fois hier, peut-être l'un des meilleurs Français sur le terrain et qui n'a pas fait une boulette, qui a toujours été bon, qui a toujours été là. Donc est-ce qu'on se serait trouvé au moins une défense digne de ce nom, ce qui a été un peu le le centre des incertitudes depuis le départ à la retraite de Raphaël Varane et d'Hugo Lloris sur ces 2 dernières années. Donc voilà, je suis très content, moi en tout cas, de cette défense qu'on a trouvée. Je pense qu'ils ont clairement gagné leur statut en équipe de France pour au moins les prochains rassemblements et les prochaines. Voilà, on va clore cette vidéo avec un petit point Didier Deschamps, qui est déjà conforté jusqu'en 2026 et la Coupe du Monde au Mexique, USA et Canada. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai toujours été un grand défenseur de Didier Deschamps. Là, je trouve qu'il s'est vraiment perdu dans ses idées et que son manque d'ambition
nous a coûté cher, qu'on a vu ses limites face à une équipe aussi forte que l'Espagne. Voilà, jouer comme ça marche contre la Belgique, ça les fait déjouer, ça les fait paniquer. Ça marche contre le Portugal, qui eux aussi n'ont pas, pour moi, dans tout l'Euro, ils n'ont pas été très impressionnants, les Portugais. Et ça peut passer comme ça, ric-rac, sur une séance de tir au but, avec quelques grosses parades de Maignan. Mais face à l'Espagne, face à une équipe qui propose un tel jeu, une telle intensité dans le contre-pressing, un tel, une telle justesse technique et une telle froideur devant le but, ça pouvait pas passer. Honnêtement, je me posais la question si en jouant à ce niveau-là, on pouvait passer contre l'Espagne après le match du Portugal. Bah, j'ai eu ma réponse hier. Hein. On n'a jamais vraiment été en mesure de se qualifier contre les Espagnols. Donc voilà, est-ce qu'il aurait fallu changer? Je pense que c'était le bon moment pour moi. Voilà, avec les, tout ce qui se passe autour, toutes les contestations autour de Didier Deschamps, j'ai peur que ça finisse un peu comme un Joachim Löw avec l'Allemagne, qui, de par ce qu'il a fait dans le passé, de par ce qu'il a apporté à la Mannschaft, a après été prolongé plusieurs fois, malgré certains échecs, et qui n'a pas su passer le bâton assez tôt. Donc voilà, évidemment, il y a un chauve qui a mis un doublé en finale de Coupe du Monde qui attend impatiemment de prendre la place. Je pense que vous savez tous de qui je veux parler. Mais voilà, ça va être intéressant de voir comment Deschamps, s'il essaie de s'adapter, j'ai mes petits doutes là-dessus, ou s'il repart avec ses soldats en mettant 3 mecs devant et en espérant qu'il y en ait un qui marche sur l'eau et que ça soit Kylian Mbappé, quoi. J'aurais aimé, honnêtement, ça me fait du mal de le dire parce que j'ai toujours été un fan de Deschamps. Il m'a fait rêver en tant que joueur et en tant qu'entraîneur des Bleus. Donc voilà, honnêtement, un peu saoulé de le voir prolonger jusqu'en 2026. Mais c'est comme ça. Et on verra ce qu'il arrive à faire, s'il arrive à se réinventer ou il s'engouffre encore dans cette philosophie de jeu. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour sur cette vidéo. Ça clôture cette aventure Euro 2024 sur le Poto Sport Club qui a démarré il y a plus d'un mois avec les vidéos à savoir avant l'Euro 2024. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, à avoir des nouveaux potos sur la chaîne. Et puis voilà, je pense pas faire de vidéos spécifiques sur la finale ou sur l'autre demi, mais il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. On se retrouve très vite pour les JO. Voilà, je vais essayer de vous faire des petites vidéos preview par sport. Pas tous les sports, évidemment, il y en a beaucoup trop. Mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose pour les JO avant que ça démarre dans un peu plus de 2 semaines. Et par contre, je pense qu'au niveau après, début des JO, je vais faire une pause des petites vidéos YouTube parce que ça fait quand même. Voilà, on a pas mal enchaîné ces derniers temps et ça va faire du bien de faire une pause. Sur ce, merci d'avoir été présent sur la chaîne. Il y a quelques vidéos qui ont plutôt bien marché, donc c'est cool. Merci à tous. Et puis on se redit à très vite sur le Autosport Club. Ciao l'équipe!